Le Cornu 2, combien de temps ça va durer ? Déjà, on sait que ça va durer plus longtemps que le premier. Ça, c'est une certitude. On va savoir si, on va se poser la question de savoir si, il faut qu'il revoie la réforme des retraites. Où en est le Parti des Républicains qui a décidé officiellement de ne pas rentrer dans le gouvernement, mais il y en a quand même qui sont allés dans le gouvernement. Ça, vous savez, c'est tous les paradoxes français. Et puis, on se posera la question de savoir si tout ça ne va pas se terminer quand même par une bonne et vieille dissolution, puisque c'est un vieux mécanisme quand même. Et vous êtes au club Le Figaro Politique, et je suis très heureux de vous accueillir comme tous les lundis soirs. Avec comme invité ce soir Guillaume de Monjou, grand reporter au Figaro, au Figaro Magazine, mais que vous pouvez retrouver aussi dans les colonnes du Figaro, et puis sur la chaîne tous les vendredis et tous les week-ends sur la chaîne du Figaro TV. Avec Loris Boischaud. Bonsoir Loris. Bonsoir. Avec Wally Bordas. Wally qui nous a offert un livre magnifique là, qui s'appelle, le titre est extraordinaire, qui s'appelle Le Palais Bourbier. On ne pouvait pas trouver mieux, je crois. Chez Robert Laffont. Tout à fait. Chez Robert Laffont. Et Bruno Cotresse du CEVIPOF, politologue, qui est avec nous aujourd'hui. Alors, on a imaginé que l'émission porterait sur l'avenir de M. Lecornu, qu'on espère pour lui plus rieur et plus long que lors de son premier gouvernement. Wally, est-ce que de toute manière il va être obligé de revenir sur la réforme des retraites ? C'est un passage obligé s'il ne veut pas tomber. J'ai l'impression que s'il ne veut pas être censuré, il va devoir faire un gros geste sur le sujet des retraites. Ce n'était pas ce que l'on présageait ces dernières semaines, parce que je me souviens des déclarations du Parti socialiste il y a encore 2-3 semaines. On voyait apparaître la demande d'une taxe Zuckman, la demande d'efforts sur la fiscalité, et c'est plutôt ces 2 dernières semaines qu'on a vu réapparaître cette demande de suspension de réforme des retraites. Et aujourd'hui, ils sont absolument inflexibles sur le sujet. Et c'est pour cette raison que je pense que s'il souhaite ne pas être censuré dès mercredi ou jeudi, parce qu'il y a des motions de censure qui ont été déposées aujourd'hui par la gauche et par le RN, il va devoir faire ce geste de suspension ou au moins un grand premier pas vers cette suspension pour ne pas être censuré par le PS qui peut lui sauver la mise. Alors Olivier Faure le met en garde depuis ce matin, même avant, mais ce matin il a recommencé. Nous avons demandé la suspension de la réforme des retraites, à la fois l'âge légal et le nombre de trimestres cotisés. Pour l'instant, nous n'avons reçu aucune réponse, je le répète. Nous avons besoin de cette clarté-là, et donc, tant que nous ne l'aurons pas, nous ne déciderons pas, et nous attendons le discours de politique générale. Mais au rythme où les choses vont, et dans les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, comme nous n'avons obtenu aucune garantie, tenez-le-vous pour dit, il n'y a aucune garantie de non-censure de notre part. Alors, Loris, Wally disait suspension, et ça, il peut tomber dès demain ou après-demain. Il y a le discours de politique générale demain mardi. Après, il y a le dépôt des motions de censure. Donc, c'est voté mercredi soir. 24 heures après, exactement. Donc, comment ça peut se passer ? Il peut tomber dès mercredi soir. C'est un risque qu'il court en effet, d'où ce mot suspension qui est attendu par les socialistes dans son discours de politique générale demain après-midi. Il n'est pas sûr qu'il prononcera ce mot suspension, mais il tentera de dire que ce sera au débat parlementaire de se saisir de cette réforme des retraites. C'est-à-dire que ça sera d'initiative parlementaire que la suspension peut intervenir. Il peut dire ça, c'est la version un peu minimale. Il peut dire libre à vous, chers parlementaires, de mettre dans l'atmosphère à travers une proposition de loi la suspension de la réforme des retraites. Suspension, c'est différent d'abrogation ? C'est la même chose. C'est différent de l'abrogation. L'idée de la suspension étant de renvoyer plutôt à 2027 le débat sur la réforme des retraites. Une proposition a été faite par Emmanuel Macron vendredi quand il reçoit les chefs de partis politiques hors LFI et RN, c'est de geler le décalage progressif
de l'âge légal de départ. 64 ans. Ça a été jugé insatisfaisant par la gauche, qui réclame une mesure aussi sur la durée de cotisation. Donc il faudra bien surveiller et lire entre les lignes demain mardi à l'Assemblée nationale quel terme le Premier ministre emploiera. François Bayrou, en janvier dernier, dans son discours de politique générale, avait promis d'ouvrir ce débat sans totem ni tabou, avant, quelques semaines plus tard, de dire finalement on ne va pas toucher pour des raisons économiques, qu'on ne va pas toucher à l'âge légal. Et donc il était revenu finalement sur cette formule sans totem ni tabou. On va voir ce que dit Sébastien Lecornu. S'il va jusqu'à prononcer le mot dissolution, le mot suspension, pardon. Le mot dissolution est un mot qu'on emploie beaucoup trop en ce moment, d'où mon lapsus. S'il va jusqu'à employer le mot suspension, là ce sera effectivement un pas très clair envers la gauche. Donc c'est tous les acquis, d'une certaine façon, de la présidence Macron, ou presque, qui va tomber. Oui, c'est bien là d'ailleurs le cœur du problème. Le Premier ministre n'a pas tellement de marge de manœuvre. Il a que le choix entre deux options, effectivement, abattre la carte suspension de la réforme des retraites. On voit que du côté du camp macroniste, on n'est pas du tout sur cette idée. On est sur l'idée de faire des gestes, peut-être de reprendre le dialogue interrompu du conclave sur les retraites. Suspension de la réforme des retraites, Sébastien Lecornu a redit quand même il y a un jour ou 2 jours que pour lui, on pouvait discuter de l'application de la réforme des retraites, à condition d'être dans les clous du point de vue des questions budgétaires. Et donc, effectivement, le cœur du sujet, c'est de savoir s'il arrive à trouver les mots incitant les socialistes à s'engager dans un débat parlementaire dont l'objectif ne serait peut-être pas de suspendre, mais de trouver un moyen, au fond, de colmater les brèches au plan budgétaire pour que l'application de la réforme soit moins douloureuse. Ça serait quoi ? Mais alors, il y a plusieurs options qui ont été mises sur la table. Soit effectivement celle mise sur la table par Emmanuel Macron, on voit que ça ne satisfait pas la gauche, soit peut-être des mesures plus vigoureuses. D'augmenter les impôts ? Non, des mesures plus vigoureuses en matière au fond, de réforme des retraites moins douloureuses pour les carrières longues, pour les personnes qui ont eu des métiers qui coûteront de l'argent très aussi. difficiles, qui coûtent de l'argent, d'où le débat parlementaire pour trouver ces recettes. C'est peut-être autour de tout ceci que le nœud va se nouer ou se dénouer. Psychologiquement, c'est incroyable. On est dans une histoire de... En fait, on est un peu à l'asile. Hein. On est un peu chez les fous. Oui. Mais surtout, ces allers-retours, je pense qu'ils épuisent, ils fatiguent énormément d'abord les commentateurs et aussi les députés eux-mêmes. On ne sait plus vraiment sur quelle base on peut faire confiance à quelqu'un, parce qu'on vient d'écouter Olivier Faure, mais en même temps, on voit déjà que le PS dit « Attendez, nous, c'est à nos conditions, donc peut-être qu'on va revenir à la période Touraine, à une réforme. » On augmente les trimestres. On n'est même pas sûr que si Macron accède à la demande du PS pour maintenir le Lecornu 2 en place, on n'est même pas sûr que le PS se satisfera d'une suspension temporaire. Et deuxièmement, il y a un paramètre dont on ne parle jamais, mais le 24 octobre, il y a la note Moody's qui va être affichée. Donc c'est le 24 octobre. C'est dans 15 jours. Même pas. Ouais. Et donc on est dans un moment où en fait les marchés financiers vont aussi tout de suite. Là on était encore stable pour Moody's et on a 15 milliards à trouver. Enfin, c'est pas comme si c'était un. On n'est pas seulement dans un jeu politique. On est aussi dans un jeu très pragmatique et concret. Bien sûr. Et le PS. Alors le PS, son intérêt, c'est quoi son intérêt précisément ? Parce que il y va. C'est-à-dire qu'il obtient satisfaction, il se coupe d'une certaine façon du reste de la gauche, qui elle, de toute manière, veut la chute du gouvernement. Hein ? Et il n'obtient pas ce qu'il veut du gouvernement. Bon, il rentre dans le rang, mais c'est pas très glorieux non plus pour ses électeurs. Le PS a une stratégie très en fonction de la France insoumise ces derniers mois. Depuis, je dirais, une bonne année, c'est de se montrer sous le jour d'une force de gauche responsable qui aspire à gouverner. Et donc, leur pari à eux, c'est de faire exactement l'inverse des insoumis qui, eux, sont pour la dissolution, la démission, pour faire tomber tous les gouvernements successifs et donc, en quelque sorte, pour le chaos. Eux, leur stratégie, c'est de dire nous ne cautionnons pas ce gouvernement, mais ce que l'on souhaite, c'est arracher des victoires pour les Français. Et pour le coup, une suspension de la réforme des retraites,
qui n'est pas une abrogation, serait pour eux le moyen de crier victoire et de dire, regardez, contrairement aux autres forces de gauche, nous avons souhaité discuter, mais nous avons tordu le bras à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Le risque, pour Emmanuel Macron et non pas pour le Parti socialiste, c'est que s'il décidait, Emmanuel Macron, Sébastien Lecornu et son gouvernement, de mettre en débat une suspension de la réforme des retraites par un texte ad hoc, ou même d'ailleurs de débattre de ce sujet à travers le PLFSS, le projet de loi de la sécurité sociale, ce serait que l'Assemblée nationale, plutôt que de voter une suspension jusqu'à 2027, aille jusqu'à une abrogation pure et simple. Bah oui. Parce qu'on le sait, à l'Assemblée nationale, et depuis la dissolution et législative anticipée, une grande majorité des députés sont pour l'abrogation de la réforme des retraites, du Rassemblement national, de la gauche, il y en a même certains chez les Républicains. Et donc, en cas de débat, le vote pourrait être très serré, le Parti socialiste pourrait décider de pencher en faveur d'une abrogation pure et simple, puisqu'ils en auront l'occasion. Alors, c'est ça qui est intéressant, Guillaume, c'est que, en fait, c'est partagé par beaucoup de Français, par une majorité de Français, si on en croit les sondages, le fait de travailler moins longtemps sur la durée de la vie, mais aussi chaque jour, chaque semaine, C'est dû à quoi, ça? Au fait qu'en France, finalement, on n'aime pas travailler. Je pense qu'on a un trop beau pays et qu'on a envie de le contempler toute la journée. On n'a pas du tout envie d'agir. C'est le temps libre. Non, c'est vrai qu'on a mis le doigt dans un engrenage terrible. On est dans une époque où, en fait, le divertissement a pris une place presque. C'est presque ça nous est dû. On a le droit à ce temps-là. Mais moi, je parlais avec des hauts fonctionnaires qui me disaient tous, nous, on est prêts à donner une semaine. En fait, en tout cas, c'est des gens qui disent, mais en fait, on se rend compte à quel point le budget, l'état des finances publiques est tellement préoccupant et délabré qu'il faudrait qu'on ait un sursaut vraiment national pour dire on a 9 semaines de vacances, c'est trop, objectivement c'est trop, et en plus c'est presque encombrant d'avoir autant de vacances. Et donc on serait prêt à travailler plus, et quelque chose de cette proposition de François Bayrou découlait peut-être de ce genre d'appréciation, quand il a proposé de retirer 2 jours de congé. Et vous avez vu à quel point la France s'est courroucée en disant c'est un scandale, on touche à un totem, encore une fois, c'est des grands mots. Moi je dirais qu'en fait, tant qu'on n'a pas perçu dans notre chair et dans notre vie quotidienne à quel point les finances publiques étaient vraiment dans un état préoccupant et presque insurmontable, eh bien, tant qu'on n'est pas arrivé à cet endroit-là, on croit toujours qu'on peut jouer avec l'irréel, avec le rêve d'une vie, une vie de divertissement, et sans vraiment contribuer à la richesse d'un pays. Alors, il faudra aller voir ce qui se passe en Grèce, dans d'autres pays qui ont eu l'électrochoc. C'est vrai que notre vie politique a du mal à prendre en compte la dimension comparative. Pourquoi nous, les Français, on fait, alors que les autres Européens ont aligné progressivement l'âge de départ en retraite sur plus important. Il y a beaucoup de pays où c'est même nettement au-delà de 64 ans. Je pense qu'il y a peut-être deux, trois explications, outre celles qui viennent d'être données. Je pense qu'il y a une explication qui est très prégnante dans les données qu'on collecte auprès de l'opinion publique, qui est le sentiment que la vie au travail et la vie au travail ne payent pas assez. Ouais. Et donc beaucoup. Il y a un problème de salaire, en fait. Il y a un problème de rémunération. Il y a un problème de salaire, et à travers la question des rémunérations et des salaires, il y a la question du sens de la vie au travail, avec beaucoup de personnes en France qui disent au fond, moi j'ai travaillé de très nombreuses années, plusieurs décennies, et au bout de tout ça, je finis avec un niveau de salaire à la fin de ma vie professionnelle qui n'est pas à la hauteur des efforts que j'ai faits. Je vais finir avec une pension de retraite qui n'est pas extravagante pour un grand pays riche comme nous sommes. Et donc je pense qu'il y a une dimension là très 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 importante en ce qui concerne la France. Notre vie politique n'arrive plus à expliquer de manière assez simple au pays pourquoi on est un grand pays riche. Et puis, les niveaux de salaire ne sont pas au rendez-vous de ce qu'un grand pays riche pourrait donner. Le niveau des pensions également, il y a des retraités pauvres, il y a des retraités avec de petites pensions de retraite, en dessous de 1 500 €. Ils sont quand même assez importants dans le pays. Et donc, je pense que c'est autour de ça que se joue cette crispation nationale autour de l'âge de départ en retraite. Il y a aussi, je pense, l'ombre portée de la grande réforme qu'avait voulu François Mitterrand sur la retraite à 60 ans. On traîne encore ça. Je pense qu'on avait demandé dans des enquêtes auprès des Européens à quel âge on
commence à être vieux et à quel âge on finit d'être jeune. Et oui, et quand on regardait les données françaises, on voyait que l'âge auquel on commence à être vieux pour les Français, c'est autour de l'âge de 60 ans. Ah oui. Donc ça a institutionnalisé, ça a symbolisé dans l'imaginaire collectif l'âge autour de 60 ans. Il est temps de se retirer, de prendre une retraite paisible, de profiter enfin de la vie. Et donc c'est vrai que notre vie politique, elle tourne autour de cette question depuis des années et des années. On a l'impression d'une vie sans fin du débat sur les retraites. Alors Laurie, je vais vous poser ma dernière question de ma carrière. J'espère pas, rassurez-nous. Mais non, je plaisante. Le paysage politique français, en fait, est complètement bouleversé par ce débat sur les retraites, parce que c'est lui qui commande, en fait, l'attitude des uns et des autres. Hein. Et c'est une réforme maudite de la présidence Macron, puisque, souvenons-nous d'Édouard Philippe, qui tente de faire adopter sa réforme avec un 49.3, réforme suspendue par l'épidémie de Covid, on est donc là début 2020. C'est une mesure phare du programme d'Emmanuel Macron en 2022, l'une des plus critiquées aussi. Il parvient à la mettre en œuvre, là aussi, souvenons-nous à quel prix, au prix d'un 49.3 du fait de l'incertitude qui pesait sur le vote des députés les Républicains, dont l'état-major se disait favorable à cette réforme, mais quand on interrogeait les députés en coulisses, il y avait un risque qu'ils votent contre, donc 49.3 activé par Elisabeth Borne, ça lui a coûté très cher. François Bayrou, Premier ministre, qui arrive, qui pour déjà amadouer le Parti Socialiste dit on lance un conclave, on rassemble les syndicats, partie d'entre eux ont claqué la porte et aucun accord n'a pu être trouvé, même s'il y avait quelques petites voies de passage sur la pénibilité et la retraite, la prise en compte des femmes. Et donc on voit bien qu'aujourd'hui nous en sommes encore à discuter de cette réforme. Elisabeth Borne elle-même, à l'initiative de la réforme de 2023, a proposé cette semaine de la suspendre. Et voilà que, à nouveau, les regards se tournent vers Sébastien Lecornu et vers ce qu'il dira demain à ce sujet. Et nous sommes 8 ans déjà après l'élection d'Emmanuel Macron. Donc on voit bien que c'est un motif récurrent de sa présidence. Wally, quel est le programme là? Donc demain, il y a le discours de politique générale. Discours de politique générale, à l'issue, il ne posera pas la question de confiance, le Premier ministre, évidemment. Non, il n'a aucun intérêt de se faire harakiri comme a pu le faire François Bayrou il y a quelques semaines. Donc là, il y a des motions de censure qui seront déposées. Elles ont été déposées ce matin. Il y en a une de la gauche, une du Rassemblement national. D'accord. La décision sur l'heure du débat exact sera prise demain en conférence des présidents. A priori, ça devrait être soit mercredi soir, soit jeudi après-midi. D'accord. Sur la censure. Demain, donc, il y a le discours de politique générale. Et le vote alors de la censure. Est-ce que le Rassemblement national peut voter la motion de censure déposée par la France insoumise? Oui, il va le faire, même, c'est sûr. Le contraire n'est pas vrai. Le contraire n'est pas vrai, puisque la gauche s'est toujours refusée à voter les motions de censure du Rassemblement national. En revanche, le Rassemblement national n'a jamais eu de pudeur de gazelle pour voter de quelconque motion de censure, peu importe d'où elle vienne. Et le suspense viendrait du Parti socialiste. La question centrale, ce sera, est-ce que les députés du Parti socialiste... Qui sont 69, hein. Qui sont 69, tout à fait, décident ou non de voter cette motion de censure, et tout dépendra, Laurie... Il faut qu'ils votent tous ou seulement une partie? Non, il faudrait qu'une trentaine, 25 je crois exactement, d'entre eux votent la censure. Petite moitié. Voilà. Mais le Parti socialiste, de manière générale, le groupe socialiste, il n'y a pas de liberté de vote, si vous voulez. Il y a une liberté de vote, mais ils suivent les consignes qui seront prises de manière collective et collégiale en réunion de groupe. Et s'il y a des frondeurs, ils ne seront a priori qu'une petite dizaine. Donc ça ne changera pas forcément l'issue du vote. Alors, pour que cette motion de censure soit adoptée, il faut qu'il y ait une majorité à l'intérieur de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que c'est pas... qui est voté contre. Voilà. 289. Enfin, une majorité pour voter la censure, contre le gouvernement. Contre le gouvernement, mais ils ne sont pas obligés d'être tous là. Non, d'ailleurs, ceux qui ne votent pas la motion de censure, ils peuvent très bien rester chez eux. Il n'y a pas de problème, puisqu'il n'y a pas de... Il faut simplement que la majorité, qu'ils accèdent à la majorité. Tout à fait. D'accord. Et à ce moment-là, le gouvernement tombe. Et à ce moment-là, le président de la République
soit renomme un Premier ministre, il a l'habitude, ou eh bien, décide de dissoudre l'Assemblée nationale. On est d'accord? Vous avez très bien résumé. Voilà. Donc normalement, d'ici à la fin de semaine, on devrait être fixé sur notre sort, parce que c'est le nôtre qui est en jeu. J'ai l'impression que contrairement à juin 2024, au moment où le président décide de dissoudre l'Assemblée nationale, j'ai l'impression que cette fois-ci, il fait tout pour l'éviter. Ouais. Et que, on verra de quoi les jours seront faits, mais j'ai l'impression qu'il pourrait encore poursuivre avec des premiers ministres de manière à ce qu'il y ait un budget. Parce que j'ai l'impression qu'il a compris aussi que la situation était compliquée et que une dissolution et des législatives anticipées sans budget pourrait être catastrophique pour la France. Bruno Cotresse, est-ce que vous avez des indications? Est-ce qu'à votre avis, vous n'êtes pas la pitié de Delphes, mais vous pouvez peut-être nous renseigner? C'est sûr qu'on a vu les socialistes qui ont monté d'un cran leur demande, peut-être aussi parce qu'ils sentent que Emmanuel Macron ne souhaite pas dissoudre, que le camp présidentiel aurait beaucoup à perdre dans une dissolution, et donc ils accentuent la pression. C'est cette dimension de partie de poker à laquelle on assiste, c'est-à-dire que chacun essaye de voir jusqu'à quel point l'autre on peut pousser avant que l'autre ne cède. Donc je pense qu'on est plutôt pour le moment dans ce jeu. Il faut une pression maximum pour que Emmanuel Macron décide de lâcher le mot suspension effectivement de la réforme des retraites, qui pourrait avoir d'autres conséquences, parce qu'on sait que du côté des Républicains, où ils ont dit tout aussi clairement, pas question. Donc il est difficile de faire une prédiction, sauf à être démenti on a tellement une surprise, hein. Mais c'est vrai qu'on voit que globalement, on est de toute façon dans une situation qui n'a pas gagné en clarification. La chute du premier gouvernement Lecornu, la chute du gouvernement Bayrou ont développé une situation qui est sans précédent dans notre pays, où pratiquement plus personne ne maîtrise totalement tous les paramètres du jeu. On a des joueurs qui jouent une partie où ils n'ont pas confiance dans les autres et où eux-mêmes ont perdu la lisibilité de leur stratégie. Donc tout est possible. Et le désordre est partout, quasiment dans toutes les formations, en dehors du Rassemblement national, qui lui est resté uni. Mais justement, c'est la question tout à fait incroyable des Républicains, qui, comme dans un vaudeville, rentrent, sortent, finalement rentre par la porte de derrière. La ligne officielle, elle a été fixée par Bruno Retailleau. Pas de participation au gouvernement. Néanmoins, il y a 4 ministres, 6 qui sont entrés au gouvernement, 6 ministres issus des rangs LR, qui ont été du coup exclus du parti. Guillaume, est-ce que, là, on peut le dire, LR joue son avenir, là? Oui, ça c'est certain. LR est fragile. LR était un peu remonté, les couleurs de LR étaient remontées grâce à cette participation. À Bruno Retailleau ? Oui, au gouvernement depuis 1 an. Il a quand même gardé une ligne, montré une sorte de persévérance dans un climat pas forcément favorable. Il est resté campé sur ses principes et je trouve qu'il a donné au LR l'impression qu'ils avaient quand même encore une force à la fois de parole mais aussi d'acte. Donc c'était plutôt réussi. Et je pense qu'il a ce tweet de dimanche dernier, tombé, Sébastien Lecornu 1, ce gouvernement est un tweet de quelqu'un de extrêmement intègre, en fait, qui a du mal à accepter que quelque chose ne se passe pas comme il veut. Donc il croyait qu'il avait... Vous parlez de Bruno Retailleau, oui. Bruno Retailleau, donc il écrit ce tweet et c'est tout de suite suivi de la chute du gouvernement. En revanche, je trouve que exclure ces 6, faire vraiment acte d'autorité à ce point, est peut-être un point, à mon avis, excessif, qui va peut-être crisper son parti, puisque finalement ces 6 ministres, Annie Genevard et tout ça, qui sont des personnes qui sentent qu'elles sont utiles là où elles sont, et c'est pas forcément pour des raisons, vous voyez, qui aurait envie de participer à un tel gouvernement, je veux dire, dont les jours sont comptés, dont les heures sont comptées, finalement c'est peut-être des actes moins... et je trouve que cette façon de dire on les exclut est un peu, vous voyez, déplacée, et à mon avis, Bruno Retailleau est en fait en lutte interne avec Laurent Wauquiez, qui lui, de ce côté, prend tout le temps, gagne sur les pertes de Retailleau. C'est-à-dire je pense que, en fait, on n'est pas à ce point, on n'a pas mesuré à quel point ces 2 hommes, à mon avis, étaient en rivalité tête à tête, frontale, l'un à l'autre. C'était la perspective de la présidentielle qui les sépare. Ils sont tous les deux candidats, sans le dire. Oui, en tout cas, ce que révèlent ces derniers jours, c'est que
leurs conflits, leurs tensions, leurs rivalités, mais les LR sont dessus-dessous et leur stratégie devient complètement illisible. En l'espace de 2 semaines, on a quand même eu, et puis, enfin, je dirais même en l'espace d'1 semaine, on a quand même eu un Laurent Wauquiez appelant à un soutien sans participation au gouvernement pendant que Bruno Retailleau plaidait pour une participation. Le lendemain, Bruno Retailleau qui fait tout exploser avec ce fameux tweet dont vous parliez. Aujourd'hui, on a des LR qui participent au gouvernement alors que le parti a dit de ne pas participer au gouvernement et Bruno Retailleau qui exclut ses députés, dont quand même l'ancienne présidente par intérim Annie Genevard. C'est à ne plus rien y comprendre. La prochaine étape, ce sera probablement, enfin, en tout cas, on peut l'imaginer, un geste sur les retraites du président de la République sur les retraites un Bruno Retailleau qui appelle, j'imagine, à voter une censure puisqu'il n'est hors de question pour la droite de suspendre cette réforme des retraites et des députés LR qui ne votent pas la censure. Alors, c'est ça qui est intéressant, Loris, c'est que le président Retailleau a dit hors de question de revenir sur les retraites, donc lui, il est presque prêt, sans doute, à voter une censure. En revanche, Laurent Wauquiez a dit, il n'y a pas très longtemps, que lui, eh bien, il pouvait laisser sa chance à un gouvernement qui, finalement, adopterait et épouserait ce que veulent les socialistes. Et oui, ça fait partie justement de cette on n'y comprend plus rien d'ailleurs. Confusion qui est à l'œuvre depuis plusieurs jours. En fait, on ne peut pas comprendre la décision de Bruno Retailleau dimanche dernier, il y a 8 jours, par tweet, de contester la composition du gouvernement. Si on ne rappelle pas, bien sûr, la nomination surprise de Bruno Le Maire, qui est critiqué de toutes parts chez les Républicains comme étant l'artisan d'une dette qui a explosé ces dernières années. Son bilan pendant 7 ans au ministère de l'économie. Le quoi qu'il en coûte, en fait. Et notamment le quoi qu'il en coûte qui a suivi l'épidémie de Covid est pointé du doigt. Donc il y a ce premier élément, il dit qu'il n'a pas été informé de cela. Il y a aussi le fait qu'il voulait faire entrer un certain nombre de ses proches, notamment François-Xavier Bellamy, au gouvernement, et qu'il a été déçu qu'il n'ait pas été retenu ainsi. Donc ça, c'est l'élément, le point de départ qui entraîne ensuite justement la démission de Sébastien Lecornu, qui préfère prendre les devants, qui juge qu'il ne peut pas mener sa mission à bien dans ces conditions avec ses partenaires, les Républicains cruciaux qui font défection. Et donc c'est de là que part justement cette crise. Et ce qui est difficile à comprendre pour une partie de l'électorat de droite, c'est justement que ce qui a fait augmenter le crédit des Républicains, c'est-à-dire le retour au pouvoir, soit maintenant balayé par une partie d'entre eux, et que Bruno Retailleau, qui il y a une semaine était quand même entrant dans le gouvernement, reconduit au ministère de l'Intérieur, soit le même qui, hier dimanche, décide justement d'exclure une partie, les ministres LR. Exclusion qu'il faut prendre avec des pincettes là aussi. Ouais. Attendons de voir quelle forme ça prendra. Peut-être qu'il sera question de suspension en réalité, que les instances LR feront. Les instances doivent se réunir avant de décider. Là. Il faut voir effectivement quelles mesures seront prises précisément à l'encontre d'une Annie Genevard, ministre de l'Agriculture, qui est secrétaire générale des Républicains. C'est pas un petit poste. Envers une Rachida Dati qui est candidate à la mairie de Paris et qui compte justement sur l'étiquette les Républicains pour cela. Et il faudra aussi suivre les mouvements d'opinion sur la façon dont une partie de l'électorat, en particulier l'électorat sympathisant les Républicains, digère en quelque sorte ce départ du gouvernement, sachant qu'une partie de la base, bien sûr, des Républicains fait pression et a fait pression pour que Bruno Retailleau coupe les ponts avec la Macronie. Il y a aussi cette base-là militante qui a fait pression en coulisses. Alors justement, là, on va dire qu'ils sont à un carrefour, même si cette expression est un peu galvaudée, les Républicains, entre ceux qui sont tentés par une expérience plutôt au centre, enfin de rester au centre avec les Macron et en tous les cas cet héritage centriste de droite modérée, et puis ceux qui disent bon bah maintenant il faut aller carrément au Rassemblement national et puis faire l'union des droites. On en est là aujourd'hui là. Oui, c'est vraiment le cœur du sujet pour les Républicains. Ils sont devant ce choix stratégique, qui est un choix existentiel, c'est vraiment la grande question qui se pose.
Et cette question va se poser avec d'autant plus d'acuité que Emmanuel Macron ne sera pas candidat à la prochaine présidentielle. Donc on peut partir de l'idée que l'espace du centre droit qu'Emmanuel Macron avait en partie absorbé va se libérer et que c'est à nouveau un électorat, un vivier d'électeurs que les Républicains entendent réinvestir sur leurs thèmes à eux, dont ils pensent qu'ils sont les mieux placés pour les incarner, en particulier la dimension régalienne que Bruno Retailleau incarnait au gouvernement, mais aussi toute la question, les déficits publics, la dépense publique, le nombre de fonctionnaires, le périmètre d'action. Que le Rassemblement national n'exploite pas trop. Hein. Pas trop, et qui pour le moment est un sujet sur lequel les Républicains entendaient au fond réapparaître, refaire une proposition au moment de la présidentielle à leur électorat. Et donc ils sont soumis toujours à cette double pression, la pression interne. Ils sont divisés sur ces stratégies, ils sont un peu divisés idéologiquement. Et puis la pression externe, celle que continue d'exercer le Rassemblement national, qui lui commence, à travers notamment Jordan Bardella, à envoyer un message qui est que, effectivement, pourquoi pas un jour se rapprocher, trouver des convergences, des compromis, puisque c'est le mot à la mode aujourd'hui, trouver un chemin, comme on dit aujourd'hui. Ouais. Donc on voit que pour les Républicains, il y a là une question qui est absolument fondamentale. Et ces hésitations, ces tensions qu'ils ont entre eux, c'est pas que des postures. Il y a une partie, effectivement, qui est la guerre entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Je pense que Laurent Wauquiez n'a pas du tout digéré la manière dont il s'est fait, permettez-moi l'expression, rétamer, j'allais dire laminé à l'élection interne. C'est une personnalité qui a de l'ambition sur elle-même, donc effectivement Bruno Retailleau et Laurent Wauquiez, il y a de la rivalité personnelle, mais au-delà de ces rivalités personnelles, il y a vraiment des questions de grands choix stratégiques et de grands choix politiques. Et comment vous voyez les choses, Guillaume ? Moi, je m'interroge sur Éric Ciotti. Alors, je ne sais pas, est-ce que c'est finalement son pari, lui, de s'unir d'emblée avec le RN? On ne peut pas dire que ça a été un grand succès, quand même. C'est pas un grand succès, il y a 10, combien de députés? 15. Voilà, c'est pas non plus l'engouement. Donc, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, si les LR penchaient vraiment vers ce groupe-là de droite extrême, enfin disons plus conservatrice, etc. Pourquoi ça serait couronné de succès? Je pense tout ça se regarde de très près, et à mon avis c'est une partie assez fine, assez sensible, disons plutôt. C'est une partie sensible. À mon avis, le LR pourrait essayer de garder justement ce périmètre du centre modéré, avec une gestion des finances publiques très rigoureuse, pour essayer de montrer, voilà, on est les mieux-disants sur le plan rigueur budgétaire, mais en même temps conservateur, tout en étant moins outrancier, disons, que Marine Le Pen. Alors, il y a un homme qui essaye d'occuper ce terrain-là, c'est Édouard Philippe, me semble-t-il. Édouard Philippe, et d'ailleurs, il a pris position pour la retraite à 67 ans, il a pris position pour des mesures assez dures quand même. Hein. Il parlait de Bruno Retailleau comme une personnalité complémentaire de lui. C'était il y a quelques mois. Reste à savoir si, justement, Bruno Retailleau, dans les enquêtes d'opinion, se maintiendra à un niveau élevé et donc restera une carte importante pour Édouard Philippe à mettre dans son jeu, si j'ose dire, en vue de l'élection présidentielle. C'est en tout cas ces derniers mois ce qu'il espérait. Il rêve que les Républicains se rangent derrière lui en vue de l'élection présidentielle, si possible dès le premier tour et au mieux au second tour. Mais les Républicains sont très divisés eux-mêmes quant à la stratégie adoptée vis-à-vis d'Édouard Philippe, beaucoup fustigeant justement le fait qu'il a été pendant 3 ans Premier ministre d'Emmanuel Macron et qu'il est comptable d'une partie de ce bilan. Oui. Est-ce que les Républicains vont pouvoir rester unis, dans le même parti, et d'ici à la présidentielle, Wauquiez et Bruno Retailleau? Oui, et la question c'est même, est-ce qu'ils vont réussir à s'élargir? La stratégie finalement de Bruno Retailleau de faire la rupture à ce moment-là de l'histoire, elle est surprenante parce qu'il fait cette rupture au moment où il est le mieux dans l'opinion. On le voit, hein, ça fait 1 an qu'il a rejoint le gouvernement, et depuis qu'il a rejoint le gouvernement, LR ne cesse de reprendre des couleurs, et lui ne cesse de prendre des points. Y compris d'ailleurs en nombre d'adhérents, je crois. Y compris en nombre d'adhérents, lui ne cesse de reprendre des points dans l'opinion publique. Sa stratégie avait très bien fonctionné, être dedans, mais à la fois dedans et dehors, c'est un petit peu le cheval de Troie des LR, avec
cette fermeté sur le régalien et cette manière de se désolidariser du président de la République ou d'un autre membre du gouvernement lorsqu'il n'était pas d'accord, en le faisant de manière franche mais toujours avec fidélité puisqu'il faisait partie de ce gouvernement, ça marchait. Donc finalement, cette rupture aujourd'hui, est-ce qu'elle va mettre LR dans une impasse ? Est-ce que c'était le moment de la faire parce qu'on est à la fin de l'histoire et qu'il y aura une dissolution dans quelques jours ? On ne le sait pas, seul l'avenir nous le dira, mais il y a tout de même un côté surprenant dans cette rupture qui est vraiment soudaine. Bruno Cotresse, oui. Oui, je rejoins ça. Effectivement, ce qui est surprenant, c'est qu'on a l'habitude de dire qu'une stratégie rationnelle, c'est d'acheter quand ça baisse. Oui. Et donc là, c'était vraiment optimal. C'est-à-dire, la Macronie s'abaisse, globalement, on peut le voir. Et donc, les Républicains étaient en train de réinvestir avec la figure de Bruno Retailleau qui a fait une percée incroyable dans les sondages en quelques mois. Et donc, on peut s'interroger sur la dimension de rationalité et puis peut-être aussi d'affect. On a vu que Bruno Retailleau en avait fait presque une question d'honneur personnel. Il a eu le sentiment d'être trahi. Que sa confiance avait été trahie. Et on sait que quand on a le sentiment d'avoir la confiance qui a été trahie, c'est toujours très difficile de passer par-dessus. Donc peut-être qu'il a été dominé par ce sentiment. Mais on voit qu'effectivement, ça interroge la rationalité de cette décision. Alors, on en parle souvent, c'est un mot qui revient régulièrement, celui de la dissolution. Là, on était dans une conversation qui nous laissait envisager ce qui se passe actuellement. Cette dissolution, elle peut arriver très bien demain, mais aussi plus tard, parce qu'on l'a vu avec François Bayrou, il a réussi à rester à la tête d'un gouvernement pendant 8 mois, et il y en a d'autres qui sont bien décidés à les faire tomber. On va les écouter. Nous déposerons dans les prochaines heures une motion de censure parce que, encore une fois, les Français attendent aujourd'hui une rupture politique. Et l'ambition que je porte avec Marine Le Pen et Éric Ciotti, c'est celle de donner une majorité à la France. J'ai l'impression que les personnes qui sont là ne sont pas comme il était annoncé. Et quoique je n'en sois pas partisan d'un accord général où tout le monde finirait par s'entendre, nous ne sommes pas élus pour nous entendre. Nous sommes élus pour appliquer ce que nos électeurs nous ont demandé de faire. Eh bien, je pense que ce gouvernement est une comédie, qu'il va évidemment tomber, puisque il n'y a aucune possibilité de suspension des retraites avec les gens qui sont là-dedans. Pourquoi vous dites ça, les socialistes voteront la censure comme nous et comme la majorité de l'Assemblée. Alors Guillaume, donc une dissolution, mais est-ce que ça changerait vraiment quelque chose ? Moi, je pense que Marine Le Pen, chaque fois que le gouvernement se montre, enfin, ou en tout cas qu'il y a un accident, disons, qui touche les institutions de la Ve République, à chaque fois, Marine Le Pen engrange des victoires supplémentaires. On l'a, c'est plutôt autour de 220, 240 députés. Si demain, il y avait une dissolution... Elle est à 130 à peu près aujourd'hui. Aujourd'hui, elle est à 130, mais s'il y avait une nouvelle élection législative anticipée, on lui pronostique une victoire assez écrasante. Donc on est dans mais elle n'aurait pas la majorité absolue quand même. Non, elle n'aurait pas la majorité absolue, mais il y aurait plus... Ce front républicain ne marcherait plus. Il y aurait quelque chose de fissuré dans l'esprit même de nos institutions, de la Ve République, qui ferait que les Français voudraient un peu en découdre aussi. Et donc, en mettant un bulletin de vote à l'extrême, ils diraient « on en a marre, ce personnel politique s'est montré absolument inopérant et il ne va pas régler les vrais sujets qui sont ceux de notre quotidien. Donc, on va proposer une tentative comme ça jusqu'à 2027. En plus, ça ne coûte pas très cher, hein. C'est pas très long. Vous voyez, 2027, un RN à Matignon. Voilà, je pense que beaucoup y réfléchissent. En tout cas, moi, je vais beaucoup dans une région de France autour de Fécamp, qui est le pays de Caux. Je ne connais pas, je n'ai pas encore rencontré quelqu'un qui n'allait pas voter Marine Le Pen. D'accord. Alors, c'est vrai que dans tous les débats, souvent, il y a des intervenants qui disent « mais eux, on ne les a pas essayés ». Oui, c'est sûr que c'est leur force. C'est une force parce que je pense que la tonalité générale de l'opinion aujourd'hui, c'est effectivement une extrême lassitude. Gigantesque ras-le-bol de cette situation, plus personne ne comprend rien. Je crois qu'il y a une grosse lassitude aussi, des palabres, des conclaves, des discussions. On a le sentiment, en tout cas l'opinion a le sentiment que les politiciens sont des gens qui sont employés à temps plein à faire des palabres. Donc ça, c'est vrai que c'est pas une image qui est très porteuse. Donc il y a sans aucun doute un vent de dégagisme qui va s'incarner dans l'opinion à un moment donné. Le Rassemblement national est sans doute très bien placé pour capter ce vent de dégagisme. Et c'est
effectivement ce qu'on pourrait avoir s'il y avait des élections législatives. On peut même il ne faut pas rejeter d'un revers de la main l'idée d'un RN qui pourrait même être en majorité absolue. Au scrutin majoritaire, on sait que des déplacements relativement faibles de voix, par exemple si des électeurs de droite se mettent à voter pour le RN et font des seconds tours RN gauche en très grand nombre, on sait que de petits déplacements de voix au scrutin majoritaire peuvent avoir des conséquences importantes sur le nombre de sièges. Alors, Wally, ça serait dans le cas d'une censure, maintenant, hein, si elle intervenait, avec des élections législatives anticipées qui seraient décidées par le président de la République, sous une forme qui serait une dissolution qui ne serait pas la même tout à fait que la précédente, puisque le geste serait le même, mais on ne peut pas dire qu'elle serait contrainte, elle serait subie celle-ci. Dans votre livre, encore une fois, qu'il faut lire, Le Palais Bourbier, vous dites que la fois précédente, quand il a dissous, il avait peut-être le secret espoir, le mot est peut-être mal choisi, de mettre justement le Rassemblement national devant ses responsabilités en lui confiant le pouvoir et d'une certaine façon en le grillant d'ici à la présidentielle. Il avait l'ambition secrète de s'offrir un duel avec le Rassemblement national dans lequel, pour lui, cela aurait été gagnant-gagnant finalement, puisque en cas de victoire du camp macroniste, il aurait eu une majorité absolue qu'il n'avait plus depuis 2022, et en cas de défaite, il aurait eu une cohabitation avec Marine Le Pen ou Jordan Bardella, cohabitation au cours de laquelle, lui le pense en tout cas, le RN se serait cassé les dents sur l'exercice du pouvoir et qui lui aurait permis à lui de se redorer le blason en vue de sa sortie. Comme dans les précédentes cohabitations. Voilà, exactement. D'ailleurs, ce qui atteste aussi de cette thèse, c'est que entre les deux tours des élections législatives, il a appelé plusieurs candidats macronistes qui étaient engagés dans des triangulaires contre le RN et la gauche pour leur demander de se maintenir et de faire barrage au front républicain que souhaitait au contraire Gabriel Attal, stratégie qui a finalement été celle de la gauche et de tout le camp macroniste. Sur la situation actuelle, j'ai l'impression qu'elle est bien différente. Ouais. Et j'ai l'impression que pas grand monde finalement n'a intérêt à la dissolution. D'accord. Et pas grand monde ne la souhaite, à part peut-être le RN, et encore, c'est pas totalement certain. À gauche, ils ne sont pas unis, bon, ils vont peut-être y parvenir, mais même les insoumis qui crient dissolution matin, midi et soir n'y gagneraient pas beaucoup, ils pourraient même perdre de moitié certains de leurs députés. Le RN, effectivement, vous le disiez, potentialité d'une majorité absolue, mais pas certain, et si majorité relative, très compliqué de former un gouvernement durable, et on le voit bien actuellement, et dans le bloc central et côté LR, ce serait évidemment catastrophique. Donc je le vois bien aujourd'hui à l'Assemblée nationale, parmi les députés, ils sont très peu nombreux en coulisses en tout cas, à dire que cette dissolution serait un bon scénario. Et étant donné qu'Emmanuel Macron semble ne pas la souhaiter non plus, j'ai tendance à penser, mais c'est peut-être un doux espoir que je peux avoir, qu'une solution va émerger dans les jours qui viennent. D'accord. C'est peut-être optimiste. Vous êtes d'accord avec ça, Loris ? On verra, on sera fixé assez rapidement après la déclaration de politique générale. En fait, la décision qu'il a prise Emmanuel Macron en fin de semaine dernière de renommer Sébastien Lecornu a été prise au terme de sa réunion avec les chefs de parti, hors LFI et RN, et il les a mis face à leurs responsabilités. Il leur a dit je vois devant moi une majorité contre la dissolution. C'est ce qu'il a dit. Donc à partir de ce constat-là, est-ce qu'on peut trouver des voies de passage? Et ce mot-clé de la dissolution, c'est un mot qu'il utilise aussi pour menacer un certain nombre de ses opposants et pour les forcer à rentrer dans le rang, puisque Wally disait précisément qu'une partie de ses opposants hors Rassemblement national n'ont pas forcément intérêt à cette dissolution. Donc il utilise ce mot-clé, cette menace, comme pour les forcer à essayer de trouver des compromis. Et on saura assez rapidement si ces compromis sont trouvés sur le budget, puisqu'effectivement la priorité du gouvernement est de faire adopter ce budget d'ici au 31 décembre pour ne pas avoir à recourir à une loi spéciale à laquelle le gouvernement a dû recourir en début d'année après la chute de Michel Barnier. Ça a retardé l'exercice budgétaire. En tout cas, force est de constater que le mot utilisé par Emmanuel Macron lors de sa première dissolution était le mot de clarification et qu'effectivement, on en est très loin.
On en est loin. Hein, oui, on en est loin. C'est une triste fin de règne quand même. Hein. Oui, mais je pense qu'en plus, le paramètre psychologique est présent, parce qu'Emmanuel Macron, il aimait bien avoir l'effet de surprise de juillet 2024, enfin de juin 2024, quand il annonce la dissolution. Là, il gagne le temps d'une annonce, une espèce d'impression que c'est à lui que revient cette décision, etc. Alors que là, comme vous le disiez, ça serait tout à fait autre chose. Il serait chassé d'une sorte de contrôle. On lui demanderait de composer avec un tiers, avec un autre, avec une assemblée dont on ne peut pas anticiper la teneur. Donc en fait, il y a beaucoup d'incertitudes. Et pour un homme comme lui, qui paradoxalement ne le semble pas, mais en fait doit être assez insécurisé, je pense que ça va être un pas très lourd et très coûteux pour lui. Et vous allez voir pendant la future campagne présidentielle une promesse assez nouvelle qui va être formulée, celle de stabilité. Ouais. Il y aura bien sûr les programmes habituels avec les mesures, et une promesse qui sonnera doux aux oreilles de l'électorat, me semble-t-il, sera la promesse de stabilité, tout simplement, avec une inconnue, c'est la suivante. Est-ce que l'Assemblée nationale qui sortira des élections législatives post-présidentielles, si elles n'ont pas lieu plus tôt, débouchera sur une majorité absolue accordée à un parti du fait de ce potentiel désir de stabilité exprimé dans l'opinion, ou si le corps électoral est durablement fracturé en 3 blocs. Comme le disent beaucoup de constitutionnalistes. Hein. On verra, effectivement. C'est une inconnue. L'heure est arrivée des coups de cœur, coups de griffe. Bruno, vous commencez avec un coup de griffe, on finit par le coup de cœur. Un coup de griffe. Salé et sucré, on fait. Oui, tout à fait. Si je devais donner un coup de griffe, je dirais qu'effectivement, c'est l'image que donne notre vie politique. Oui. Il y en a pour tous les grades. Je dirais que je vois pas de raison d'en épargner certains plus que d'autres. Ouais. Je trouve qu'il y a vraiment un vrai problème de lisibilité, de la sincérité de la parole politique. C'est vrai que l'expérience collective qu'on est en train de faire est extrêmement déroutante. On a vu une ministre qui avait défendu une réforme des retraites et qui nous dit on peut la mettre en stand-by. Et donc l'opinion ne comprend plus très bien qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est secondaire. Donc voilà, mon coup de griffe, c'est que notre vie politique renvoie un message qui est un message on n'arrive plus à savoir qui est sincère, et ça, c'est délétère. Très terrible, oui. C'est comme ça que naît la défiance. Hein, oui, tout à fait. C'est l'origine de la défiance. Exactement. C'est quand on a le sentiment qu'on ne peut pas faire un pari sur la parole de celui ou de celle qui est en face. Votre coup de cœur? Coup de cœur, ça serait effectivement une petite dose d'optimisme. Cette expérience qu'on est en train de faire, en même temps, peut-être qu'elle appelle des lendemains qui pourraient être de réfléchir enfin à ce qui ne va pas dans notre pays, à ce qu'on pourrait retenir comme leçon de tout ce qui est en train de se passer, qu'on va devoir réfléchir à notre modèle institutionnel, comment rendre notre démocratie plus directe. Il y a une grande demande de référendum dans le pays. Comment la rendre plus inclusive, comment faire en sorte que la parole des électrices et des électeurs soit davantage respectée. Si on a un gouvernement qui prend des décisions qui ont un impact sur les entreprises, sur les porteurs de projets, sur les foyers fiscaux, pourquoi est-ce qu'on ne leur demande pas leur avis à un moment donné ? Et ça passe par une réforme des institutions ? Ça passe en tout cas par quelque chose qui est vers plus de, on va dire, qu'une démocratie soit davantage dans son air du temps. Effectivement, on n'est plus en 1958. Les moyens de communication ont complètement changé. L'aspiration est très importante à plus de démocratie directe, référendum, et plus de prise de parole entre 2 élections. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron avait promis lors de ses vœux du 31 décembre qu'il consultera les Français en 2025. C'est vrai. Il ne l'a pas encore fait. Exactement. Tout à fait. Wally. Coup de cœur pour Yannick Neuder, ancien ministre de la Santé, et Julien Dive, député LR. Ce sont les 2 députés LR à qui on a proposé un Marocain ministériel hier et qui ont refusé. Je trouve que c'est finalement assez honorable parce que nous, on les voit, on les fréquente au quotidien, tous ces députés et ministres, et on voit très bien que tout de même, en période de remaniement, ils sont très stressés et tous n'ont qu'une seule envie, même dans cette période instable où ils peuvent tomber du jour au lendemain, c'est de monter quand même dans le navire. D'accord. Donc, je les félicite pour ce choix, puisqu'effectivement, le navire va peut-être tarder à couler. Et le coup de griffe, c'est sur une déclaration d'Emmanuel Macron il y a quelques minutes, à la sortie de son avion en Égypte, où il est en déplacement aujourd'hui. Sharm el-Sheikh. Tout à fait, où il dit « Je demande à tout le monde de se ressaisir », en parlant de la situation politique en France. Je trouve que c'est quand même assez...
je ne trouve même pas le mot pour le dire. Mais bon, Gonflé. voilà, gonflé. Étant donné que c'est quand même la principale cause de cette situation, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale qu'il a décidé qui était une erreur, etc. On l'a déjà assez dit. Et récemment, la nomination de Sébastien Lecornu, dont pas grand monde ne voulait finalement parmi les forces politiques. Bien sûr. Loris. Mon coup de cœur, je vous emmène au musée, Yves, au musée d'Orsay. Magnifique musée. Ah oui, beaucoup. Puisque j'ai beaucoup apprécié l'exposition du moment. John Singer Sargent. Magnifique. Grand peintre américain. Grand portraitiste de cette haute société parisienne de la fin du 19e. C'est une exposition éblouissante. Et donc, si vous ne l'avez pas encore vue, je vous y invite. Allez la voir. Bien sûr. Le Figaro s'en est fait l'écho il y a quelques Plusieurs fois, semaines. effectivement. Ouais. Et mon coup de cœur, je vous emmène aussi, mon coup de griffe, pardon, je vous emmène au cinéma cette fois-ci. C'est un film qui s'appelle Dalloway, avec Cécile de France, un thriller futuriste avec une intelligence artificielle qui m'a un peu déçu, je dois le dire, puisqu'il essaye de traiter de nombreux thèmes, le réchauffement climatique, la société de surveillance, notamment. C'est l'histoire d'une écrivaine en panne d'inspiration qui tente de la retrouver en se faisant aider d'une intelligence artificielle, ce qui va finir par lui coûter assez cher, et à trop vouloir brasser de thèmes, le film en devient un peu confus. Un peu confus. D'accord. Guillaume. Salé sucré ou sucré salé? Qu'est-ce que vous Alors, sucré, non, salé sucré. Ouais. Salé sucré. Alors, coup de griffe contre Benyamin Netanyahou. Je trouve que cette journée plutôt où on espère une paix à Gaza, et elle est en bon chemin, est une journée aussi où on le voit se contorsionner pour faire des compliments à son ami Trump. Et je trouve ça très intéressant toujours d'observer la façon dont les psychologies interviennent comme ça dans la géopolitique. Et je dirais que c'est vrai que Donald Trump est si insaisissable et si peu facile à manier que le seul moyen de s'assurer qu'on noue quelque chose avec lui dans le dialogue, c'est de le flatter. Et je suis frappée par le nombre de terminologies flagorneuses qu'on utilise pour lui parler. Tu es mon meilleur ami, qu'aurais-je fait sans toi, le plus fidèle de tout temps allié d'Israël, etc. Mais on a entendu aussi tout le monde s'y prêter. Je crois qu'Emmanuel Macron aussi sait que c'est le seul moyen d'avoir Trump dans la poche, c'est de le flatter. Donc en fait, à chaque fois, je trouve ça assez intéressant de voir ces contorsions et de les regarder de près. Et je trouve que quand cette histoire de prix Nobel de la paix qui flottait comme ça, alors qu'on est quand même très loin de le justifier, bien sûr. Je trouvais ça intéressant que tout ça flotte dans l'air et que je pense que Donald Trump commence à croire vraiment aux compliments qu'on lui fait. C'est ça qui m'inquiète. Ça fait longtemps qu'il y croit. Hein. Oui, mais là vraiment, il n'y a plus de limite. Et le coup de cœur, c'est qu'aujourd'hui, ce lundi, c'est le jour des 80 ans de la création de la Fondation Anne de Gaulle. Vous savez qui est Anne de Gaulle? C'est cette petite dernière fille du général qui est née avec la trisomie 21 et qui a, pendant 20 ans, ébloui le quotidien de cet homme, de ce grand homme de notre histoire. Et je trouve que c'est fascinant de voir à quel point, en fait, la faille humaine, la fragilité a pu donner à ce général de Gaulle ce sens de la grandeur aussi. Et je pense que l'homme qui démissionne en 69 est un homme qui est pétri de cette souffrance, en fait, aussi de cet amour pour l'enfant qu'il a eu pendant 20 ans, qu'il a élevé, qu'il a soigné, et qui visiblement était un enfant avec lequel il avait beaucoup de plaisir à être. Et je pense que voilà, cette démission, cette grandeur, cette capacité à prendre acte des choses qui sont pour un chef d'État, c'est quelque chose qui me fascine assez. Et je trouve ça sympa qu'on soit aujourd'hui ensemble pour fêter ses 80 ans. Anne de Gaulle qui est enterrée à Colombey-les-Deux-Églises. Yves, vous me permettez de rajouter un coup de cœur. En dehors de la politique, j'étais bouleversé hier, j'ai vu le magnifique film de Jafar Panahi, Un simple accident. Oui. Vraiment, allez tous le voir. Vraiment, ça pose la question du... le prix du festival de Cannes. Le dilemme moral de la vengeance dans cette société iranienne traversée de tant de tensions. Vraiment magnifique. Très beau film. Et le cinéma iranien, en ce moment, c'est le cas de le dire, irradie le 7e art, puisqu'il y a énormément de films iraniens qui sont d'un grand réalisme sur la situation de la société iranienne et qu'il faut effectivement aller voir. On se souvient des Graines du figuier sauvage. Et le Graines du figuier sauvage, qui est aussi un très grand film, je le confirme.
Merci d'avoir assisté à cette soirée, à cette émission qui, j'espère, vous aura un peu éclairé sur la situation qui est loin d'être simple, la situation politique de la France. Et mon petit doigt me dit eh bien, qu'on va remettre ça la semaine prochaine parce que je ne suis pas sûr que ça soit toujours plus clair. Mais nous sommes là pour ça et c'est toujours avec sourire et bonheur qu'on vous retrouve. Alors, à lundi prochain, 22h30. Bonne nuit.